Super. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de venir écouter cette présentation sur un retour d'expérience à propos de l'application de la réglementation environnementale 2020, les bétons, les seuils carbone, à travers une étude de cas sur un bâtiment de logement. Donc, je suis directeur de l'activité bâtiment au sein de Simbéton, qui est un organisme de promotion des solutions ciment et béton, et qui a pour objet de participer, partager les évolutions, les innovations et les solutions avec l'ensemble des acteurs de la construction dans tout leur éventail de métiers, depuis le maître d'ouvrage, toutes les étapes de maîtrise d'œuvre et bien sûr les entrepreneurs, assureurs, contrôleurs techniques. Et si j'en oublie, qu'ils m'excusent. On va attendre. Allez-y, je vous en prie. On vient juste de commencer, il n'y a pas de problème. On va patienter gentiment. Hein. Voilà, merci. Je préfère que vous soyez là, c'est ça qui compte. Donc, ce que je propose de vous présenter dans nos travaux, c'est cette étude-là, un bâtiment de logement, de petits collectifs, un 16 logements R+1, donc pas forcément une solution constructive qui est parmi les plus favorables, je dirais, aux solutions maçonnées de béton. Cette étude de cas sur laquelle je vais revenir un tout petit peu, elle fait suite à une série d'études de cas que nous avons pu conduire sur des bâtiments représentatifs issus de différentes régions en France, qui sont toutes fondées sur des réalisations réelles, des projets vraiment construits, que nous transposons évidemment dans différentes zones climatiques à chaque fois et que éventuellement nous challengeons, réadaptons avec des solutions constructives différenciées. Ces séries d'études de cas ont eu pour objet de couvrir l'ensemble des premiers domaines de la réglementation environnementale 2020, donc du logement individuel, du petit collectif, celui que nous allons voir ensemble, mais il y a aussi des grands collectifs, des bureaux, de l'enseignement primaire et secondaire, qui ont fait déjà l'objet d'autres présentations, mais que j'aurai plaisir, si vous êtes intéressés, à réaborder avec vous le moment venu. Donc ici, notre typologie, c'est un petit bâtiment de un peu moins de 1000 m² qu'on va réimplanter en zone H1A et H3, parce que son origine est en H2B. Et on va faire varier les systèmes constructifs de sorte que les descriptifs soient réalignés, évidemment, pour parvenir à des seuils de performance qui satisfassent la RE 2020. On va évidemment porter ses regards à la fois sur les deux aspects, l'énergie, confort, mais aussi sur le carbone. Et il y aura un focus à la fin, vous allez voir. L'ACV, l'analyse de cycle de vie, a été modélisée avec le plus de détails possible lorsque c'était le cas, et avec une prise en compte forfaitaire des lots 10 et 11 dans ces modèles-là. Évidemment, le cas échéant, pour ceux qui sont un peu plus familiers avec ce type de modélisation, lorsque l'alternative n'était pas possible, nous avons parfois eu recours à des données environnementales par défaut, comme tous les bons modèles ACV du moment. Alors, je vous propose de regarder un petit peu en détail cette première planche, qui est le modèle en zone H1A, avec les trois typologies constructives juxtaposées. Toutes ont recours à une PAC RO double service. Et les bâtiments sont verticalement la solution béton prêt à l'emploi à gauche, la solution plutôt béton préfa au centre, et une solution ossature bois qui a été imaginée avec le bureau d'études Bastide-Bondou, qui est aux tierces parties à qui nous avons confié cette étude. Donc on a des voiles béton de 16 cm pour le béton prêt à l'emploi, des ossatures réalisées à base d'éléments de type parpaing ou agglomérés pour la partie béton préfa, et puis une ossature bois assez traditionnelle pour la version de droite. Les isolations évoluent. On va avoir des polystyrènes sur les deux solutions béton ici, avec des épaisseurs un petit peu différentes d'ailleurs. Et puis une laine minérale, en laine de verre en l'occurrence, sur la version bois. Pour la couverture, ou l'isolation plutôt de la couverture de notre bâtiment, on va avoir recours à différentes épaisseurs qui vont conduire à des airs un petit peu différents. L'objectif est que l'ouvrage
je le répète, satisfassent la RE 2020. Donc on a un petit peu joué avec les différents paramètres pour parvenir à cet objectif sur chacun des projets. D'où les différences que vous pouvez voir. Les solutions constructives du béton, ça va être plutôt des dalles 20 cm courantes avec, pour le plancher bas, un polyuréthane sous chape. Et puis pour la partie préfa, on va aller chercher des systèmes à base pré-dalle, plus dalles coulées en place. Ici aussi, on va utiliser un polyuréthane sous la chape pour l'isolation en plancher bas. Et la différence, c'est qu'on va avoir des pré-dalles et une dalle de 15 cm pour la solution préfa. Donc on maximise, optimise cette solution préfabriquée. Alors que dans la solution coulée en place, on va avoir recours à une dalle de 20 cm avec des rupteurs, nécessitée évidemment par la performance énergétique. Pour la solution bois, en fait, je pense qu'il y a une dalle de 20 cm uniquement en plancher bas, ici, hein, qui va être à peu près la même que celle du béton. Et en revanche, on va utiliser des CLT un peu plus minces pour les parties du plancher intermédiaire avec une chape rapportée et de la laine minérale pour parvenir à l'isolation acoustique requise. Pour les menuiseries extérieures et les volets roulants, on a quasiment un statu quo sur les 3 solutions, ce qui nous permet de figer en fait un paramètre d'évolution et de pouvoir vraiment se concentrer sur une approche un petit peu plus comparative sur le système constructif et une perméabilité à l'air qui est d'application courante. Alors j'ai passé un petit peu de temps sur cette version-là parce que vous allez voir au fur et à mesure, on va regarder les résultats de cette version et puis je vais vous proposer les autres zones et on va essayer de se concentrer sur ce qui a changé en fait à chaque fois. Donc les résultats de la zone H1A, c'est toujours donc pour mémoire une PAC RO double service. L'ensemble des exigences de la réglementation environnementale pour les 6 indicateurs sont atteints. Donc vous avez les résultats comparés à chaque fois, de gauche à droite pour chaque graphique, le béton prêt à l'emploi, le béton préfabriqué et la version ossature bois. Le B-Bio passe, pas avec une marge de confort extraordinaire, mais ça finalement ce n'est pas une grande surprise. Je pense que ça reflète pas mal de calculs déjà opérés par la plupart des professionnels. Le CEP passe plutôt bien. En degré-heure, on est plutôt bien. Alors là, il y a une petite nuance normalement en degré-heure entre les logements traversants et les logements non traversants. Évidemment, les logements non traversants sont un petit peu moins confortables. On s'y attendait. Pour le CEPNR et le CEP, d'ailleurs, on a des chiffres relativement proches ici, compte tenu de la configuration de ce projet-là. Et puis en IC Énergie, la traduction des valeurs, et surtout pour le volet environnemental, l'IC Construction, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, qui montre d'abord qu'on passe le seuil, ce qui est dans les 3 solutions, et évidemment que nos amis du bois ont une valeur plus attrayante. Quand je passe le même projet en zone H2B, la nuance, elle va s'opérer essentiellement sur un correctif de performance isolation pour arriver à maintenir un résultat qui satisfasse le comportement énergétique au regard de la RE. Donc là, voilà comment on est parvenu ici à réaligner notre projet pour qu'il soit conforme à ce volet énergétique. Et où sont les variations entre la H1A que vous avez vue précédemment et la H2B. Donc un petit peu moins d'épaisseur d'isolation sous plancher bas, pardon. On réduit un petit peu les couvertures aussi et on corrige le doublage sur la paroi de béton prête à l'emploi coulée en place. Avec ces modifications-là, on retrouve les valeurs des 6 indicateurs de la RE 2020. Et là encore, on va avoir une performance qui passe sur toutes les variantes et pour les 6 indicateurs. De la même façon, le B-Bio est tout près de passer le seuil. On n'a pas une marge fantastique. Les CEP ici et CEPNR sont un petit peu meilleurs que précédemment, mais bon, ce n'est pas complètement incompréhensible. On est dans une zone un peu favorable. Les degrés-heures sont plutôt bien respectés. Et on a même un peu de marge par rapport au seuil haut des degrés-heures. Et de la même façon, IC Énergie, bon, ça c'est le pendant, mais l'IC Construction
ressemble un peu au précédent. Il passe sur les 3 solutions, ce seuil 2022. Et évidemment, le bois est un peu meilleur encore. Pour la dernière zone H3, on va avoir essentiellement une correction qui va s'opérer en bâti par rapport à la H1 toujours, hein, c'est j'ai la même référence. On va corriger les épaisseurs de doublage et pour la solution béton en couverture et pour la solution béton préfa en sous-face du plancher bas. Mais c'est surtout au niveau des brasseurs d'air qu'il faut ici apporter, qui sont la solution la plus simple, qui permettait de satisfaire la RE 2020 dans le cadre de ces projets-là. Les brasseurs d'air ici sont dédiés 1 par séjour, plus 1 par chambre dans les logements non traversants, seulement. C'est la première, disons, rectification qu'on a apportée pour tout le monde, afin de garantir le confort d'été. Quand on fait ça, on a ce résultat-là. Donc là, on corrige tout le monde pareil. On a un BBO qui passe toujours au ras du seuil. Nos CEP et CEPNR sont un petit peu différents, logiquement. Le degré heure ne passe pas pour les logements non traversants en bois, ici, si on ne fait que cet effort-là, enfin pour les logements traversants, pardon. Et il faut apporter une correction supplémentaire pour ce cas particulier de logements traversants qui n'ont pas été équipés des brasseurs d'air. Donc le confort d'été n'est pas satisfait ici. Et lycée construction, de la même façon, il passe le seuil 2022 pour les 3 solutions. Donc normalement, si tout va bien, je dois avoir, voilà, on ajoute un brasseur d'air dans la solution bois, cette fois-ci dans tous les logements et pas simplement les traversants. Et les non-traversants sont tous équipés de brasseurs d'air. Et là, on a une performance qui satisfait l'Aéro 2020. Donc il y a un petit différentiel entre une approche constructive H3 base béton et une approche constructive H3 bois. Ce qui est intéressant à voir, c'est les focus IC construction. Donc l'indicateur carbone sur les matériaux, composants, équipements, ça donne à peu près ça sur les 13 lots. Alors le 13 lots, ils ne sont pas tous allumés parce qu'évidemment, il n'y a pas d'ascenseur, par exemple. Ici, vous avez une variation qui vous est proposée. Donc l'ossature bois est tout à fait à droite. Normalement, c'est la même valeur. Vous pouvez vérifier éventuellement sur les présentations qui vous seront communiquées, mais en principe, c'est bien la même valeur que celle que vous aviez en résultat précédemment. On a replacé les 2 seuils 2022 et 2025 et on a fait simplement évoluer les solutions constructives des ciments prêts à l'emploi et des bétons préfabriqués. Donc le béton préfabriqué, il y a 2 types de poses de joints épais et joints minces, qui ont un impact sur le résultat, notamment dû au temps et à l'épaisseur de mortier qui est écoulée notamment. Faible impact certes, mais impact tout de même. Et puis pour les ciments plus courants, là, de béton prêt à l'emploi, on va avoir des SM1, c'est-à-dire le ciment clinker max, celui qui fait un peu référence, celui qui est aussi le responsable de tous nos maux carbone. Les CM2A qui sont des ciments déjà usités avec des mélanges souvent à base laitier ou calcaire concassé ou autres, mais il y en a toute une gamme et qui sont avec des variations performantes au titre du carbone assez distinctes les uns des autres. Et les CM3A qui sont déjà des ciments disponibles, parfois utilisés notamment dans les travaux de sous-sol de fondation, et qui peuvent apporter une réponse carbone déjà très intéressante. Avec ces 3 configurations-là, on va uniquement faire varier notre mélange de béton, sachant que le ciment pèse assez significativement, évidemment, sur le résultat du béton armé. Je ne vous le cache pas. Donc en faisant simplement changer ça, on va agir sur les lots 3, et principalement, c'est celui qu'on a étudié le plus. Le 3, c'est la superstructure maçonnerie. Et on voit bien qu'on évolue de façon assez importante entre les 185, 166, puis 134 pour toute la partie béton prêt à l'emploi. Le point de départ déjà du système de blocs béton est lui beaucoup plus bas au départ parce qu'il y a beaucoup moins de matière pour une épaisseur équivalente.
Donc on est plus bas en joint épais. Il y a un petit gain sur le joint mince pour cette vertu de pose dont j'ai parlé rapidement. Et puis évidemment, la superstructure avec le bois, lui, là-bas, est très différente. Tous les autres lots, en principe, je les vérifié encore il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas vérifié ce matin, sont identiques à l'exception normalement du doublage et de l'isolant, là, qui varie un petit peu. Et puis on va avoir des équipements techniques qui vont peut-être varier un petit peu aussi. Voilà. Mais c'est les deux seuls lots, enfin encore qui sont la plupart du temps forfaitaires tout en haut, mais globalement c'est les deux seuls lots qu'on a fait varier. Donc on voit bien en quoi on peut gagner sur le lot 3, la matière, la solution constructive, la formulation des bétons, les épaisseurs, l'ensemble de la palette, et comment on peut éventuellement corriger ça pour parvenir à des résultats qui satisfont. Alors en CM3, le 2025 aujourd'hui en travaillant que le béton. Le bois, j'en parle pas, c'est un peu la référence du moment pour ce qui est du carbone en tout cas. Et les autres sont pas très très loin. Ici, sur les solutions préfa, on n'est pas très très loin du seuil 2025 en ayant travaillé encore une fois que le béton. C'est jamais qu'un lot et c'est l'ouvrage qu'on évalue, hein, je le rappelle quand même à tous. Mais même si vous le savez très bien. Oups. Donc dans le H2B, ça se ressemble. On a presque les mêmes résultats parce qu'on était parti à peu près de la même situation. Donc vous avez les deux seuils qui sont replacés. On a le même procédé avec normalement à peu près les mêmes valeurs et les mêmes graphiques. Donc là encore, le CM3 passe juste le seuil 2025 en ne travaillant que le béton. La solution bois passe déjà 2025. Et les solutions préfa, moyennant un petit effort d'un ou deux autres lots, ça pourrait être le lot 2 sur les terrassements par exemple. Ça resterait encore du béton, vous allez me dire, mais on pourrait le faire aussi. Ah, c'est dur ça. Voilà. Et enfin, en zone H3, ben là, ce qui est bien, c'est qu'on s'aperçoit que on retrouve nos CM3A et nos OSB avec leur négatif, bien sûr. Et même les deux solutions préfa passent, ric-rac, mais passent, le seuil 2025, sur un petit bâtiment comme ça. Voilà, donc c'est possible. Il y a des solutions pour déjà préparer des projets en seuil 2022 et seuil 2025 avec des solutions traditionnelles, courantes, qui n'excluent pas la mixité. Hein. Là, c'est évidemment le trait est là pour montrer le béton pur contre le bois pur. Des fois, le chemin est au milieu. Et puis, pour comprendre comment on peut optimiser et améliorer, ben déjà, il y a beaucoup d'améliorations qui viennent du modèle lui-même. Ça, c'est le modèle qu'on avait avec les informations disponibles au moment où on a fait le modèle. C'est pas très vieux, hein, c'est une étude qui a été finalisée en premier semestre de cette année. Donc, c'est pas... Ça évolue tout le temps, hein, la base INIS et l'FDES, mais enfin, pas à cette vitesse-là quand même. Donc là, on avait 46% de déclarations environnementales par défaut. Donc le recours à des données ajustées, évidemment, va s'améliorer. C'est l'histoire. On va avoir de plus en plus de données collectives fines, de données individuelles, on peut tous l'espérer. Et donc avoir des informations de plus en plus précises pour avoir des profils, des modèles environnementaux plus justes. On va aussi, nous, de notre côté, faire des progrès dans la formulation des bétons, en réduisant la part de clinker, certes, mais en développant toute une solution, une gamme de solutions de ciment et une gamme de solutions de béton aussi, qui vont être moins émissifs. Le zéro émission des bétons n'existera pas. Je ne cherche pas à vous le vendre, même en 2050. Et puis, il y a l'éco-conception dans les systèmes et les ouvrages, c'est-à-dire l'équilibre entre toutes ces parties, tous ces systèmes constructifs, tous ces produits qui sont à disposition pour trouver le juste équilibre. Ce juste équilibre-là, il peut aussi passer par l'implantation de votre projet, le recours à des solutions parmi toutes celles qui sont proposées, qui dépendent de vos partenaires. Si vous êtes maître d'ouvrage, vos partenaires, c'est aussi les entreprises. Et les entreprises, c'est le centraliste. Et le centraliste, c'est le bétonnier qui est derrière. Voilà, c'est comment on fait les mélanges. La réponse à Rennes ou à Nantes ne sera pas forcément la réponse à Grenoble ou à Lyon. C'est ça que je veux simplement dire. Il y a une territorialité, il y a un accès aujourd'hui qui est pertinent, qui n'est pas pertinent, il y a des savoir-faire. Et aujourd'hui, on est au début d'un long parcours collectif de transition écologique. L'industrie cimentière a pris ses engagements forts pour 2030 et 2050 qui sont publics, visitables, accessibles, chiffrés. Parce qu'on pense qu'il y aura encore quand même besoin de ciment et de béton pour continuer à construire.
Donc cette transition-là, elle va s'opérer. Et elle s'opérera partout en France. Mais en attendant, pour les autres lots, voilà, il y a d'autres pistes aussi, simplement par pure indication. Si on fait évoluer ici des données environnementales par défaut disponibles au moment de notre étude par des FDES ou PEP collectifs qui étaient en cours d'émission, parce que des fois on sait quand ils sont en cours d'émission, pas vérifiés, ou je sais pas, enfin, des choses comme ça. Voilà, parce qu'on a quand même des amis, hein, même dans les matériaux qui sont là. On sait qu'on pouvait gagner quelques kilos équivalent CO2 en changeant 3 FDES, quoi. Donc ça va vite. La qualité des données, la complétude du modèle, les métraits, la précision, l'ajustement avec des solutions constructives. Voilà, le résultat du carbone sorti d'une étude, sans expliquer d'où ça vient, comment a été fait l'étude, ça peut vouloir dire tout et son contraire. Nous, ce qu'on a essayé de faire là, alors vous me croyez ou pas, mais c'est une étude sincère. Voilà, comme on pourrait la faire, comme vous pourriez la faire. Après, voilà, la qualité des métraits, on en a fait un gros volume. C'est toujours compliqué aussi. On se rend bien compte que ce n'est pas toujours facile d'avoir l'identification de ces éléments-là et de pouvoir bien trouver les réponses à ces questions. Nous, ce qui nous intéresse au sein de cette organisation, c'est de piloter des études de cas très variées, d'essayer d'anticiper, de trouver des solutions pratiques, d'étudier toutes les typologies de bâtiments, actualiser les données environnementales produits des ciments, qui ne sont qu'un ingrédient qui va nourrir ensuite le configurateur béton de la filière, qui est celui qui intéresse directement le modèle et le modélisateur d'ACV. Accompagner tous les acteurs. Accompagner, c'est accompagner pour vous partager ce genre d'infos. Mais c'est aussi entendre vos attentes, vos besoins, vos freins, vos complexités, vos difficultés, le cas échéant. On a une mise à disposition d'une boîte à outils qui est le fruit de 3 grands principes et un peu de bonnes pratiques et qui sont nourris par un certain nombre d'études de cas notamment, uniquement une présentation d'éventail de solutions constructives, une présentation de comment évolue la formulation des bétons, quelles sont les bonnes données, où peut-on les trouver, quels sont les outils à votre disposition. Si vous scannez le QR code avec votre petit téléphone, on prend rendez-vous et je vous la présente à domicile, seul, en équipe, à distance, comme vous voulez. Voilà, donc on a besoin de vous, on a envie de produire des illustrations chiffrées, de trouver les bons leviers de décarbonation et de continuer à construire, parce qu'on pense que la solution est ensemble. Changer les façons de faire, changer les prescriptions, changer les réalisations, changer nos produits industriels. Mais ça peut se faire qu'ensemble. Et voilà, c'est un peu ça le slogan du béton et du ciment en ce moment, c'est essayons de changer ensemble. Merci. Bonjour, je voulais savoir si vous aviez des retours d'expérience chantier sur l'utilisation des bétons CEM3 en fonction des ouvrages, et si oui, quels en sont en termes de durée, de coffrage, de planning, d'apparence, enfin de plein de choses. Merci. Oui, nous avons des retours d'expérience qui sont variés. Il est vrai que les CEM3 sont parfois utilisés couramment sans savoir que c'est du bas carbone dans les ouvrages fondation sous-sol, qu'il y a un temps de décoffrage un peu plus long, en tout cas au jeune âge. Donc on coule souvent le CEM3 le vendredi, comme ça on décoffre le lundi et puis on est tranquille. Donc c'est pas faux. Mais on a aussi des retours d'expérience d'entreprises qui nous expliquent avoir trouvé des solutions avec différents moyens. D'abord, selon ce qu'on fait, il y a de la juventation. Et des fois, le prix de l'adjuvant est nettement moins cher que le prix de l'heure de blocage de la banche. On peut avoir aussi des rotations de banches un peu plus importantes qui permettent d'avoir un temps de conservation un petit peu plus important. Et puis après, on peut jouer aussi avec les épaisseurs en fonction des parois, tout en restant conforme à l'Eurocode. Et quand vous avez un petit peu moins de matière, ça sèche plus vite. Et en plus, ça marche pour le vertical, mais pour l'horizontal, en fait, il y a moins le problème, parce que souvent, vous étayez plus longtemps les planchers ou les dalles. Et en fait, la question se pose surtout sur les verticaux. Donc, en fait, il peut y avoir aussi
processus de réorganisation des opérations chantier. C'est pour ça que je vous disais changer ensemble. Voilà, ça fait partie de ça. Et si on partageait ça, pour l'instant, on a des retours d'expériences différentes qui sont très liées à l'entreprise elle-même et à son mode de fonctionnement. Mais souvent, on constate en creusant avec elle qu'elle a mis au point les solutions avec les équipes de conception, avec les BE structures, avec le maître d'ouvrage parfois aussi. Ça dépend un peu des maîtres d'ouvrage, hein, mais voilà. Donc oui, il y a des solutions. Encore une petite question, on a 5 minutes, hein. Vous pouvez. Hein. Bonjour. Donc juste à titre indicatif, je voulais savoir les résultats ACV qui sont issus donc d'études ACV. Si vous saviez combien de données avaient été utilisées dans combien de données étaient utilisées dans les ACV. Combien de données en valeur absolue? Oui, en valeur absolue. Combien de données ont été utilisées? Dans celle-là, on doit avoir, je crois qu'il y a plus de 190 lignes ou 200 lignes. C'est ça que vous voulez savoir? Oui. Ouais. Combien de FDVS, qu'elles soient collectives ou individuelles? Je crois qu'on est à 192 dans celle-là, mais je cite de mémoire, honnêtement. Alors là, vous me collez une sacrée bonne question. Je ne m'attendais pas forcément à une réponse. Mais l'ordre de grandeur, enfin pourtant, si, je m'en souviens un peu. Je cite de mémoire, hein, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Ok. Ce pourquoi je vous demande ça, c'était justement par rapport aux complétudes des études parfois sur les ACV. Et je sais que nous, dans celle qu'on peut réaliser jusqu'à maintenant, un logement collectif en CM2, voile et plancher, ça passe pas facilement, ou voire pas du tout. Mais il y a d'autres vecteurs. Alors ça dépend du CM2. Mais, oui, CM2A. Ouais, mais CM2A, en fait, il y a CM2AL, CM2A2L, CM2AS, mais on peut en reparler si vous voulez. Mais il y a des tas de trucs derrière, et c'est possible quand même. Écoutez, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour l'attention et la présence.